2017, durant ma première année à la faculté, les professeurs ont conseillé d'aller voir une pièce de théâtre sur le cinéma d'un réalisateur russe, Tarkovsky, le corps du poète. Un nom qui m'était alors inconnu. Pour avoir bonne conscience, je suis allé voir la pièce un soir, et quand les rideaux se sont baissés, j'ai ressenti un ennui profond, mêlé à une incompréhension totale. C'était long, lent, avec des discours qui ne répondaient pas en moi. Mais quelques mois plus tard, par curiosité, j'ai acheté le carnet du réalisateur qui s'appelle Le Temps scellé, ainsi qu'un de ses films, Stalker. C'est à ce moment précis, quand j'ai fini de parcourir ces deux œuvres, qu'une vision nouvelle du cinéma m'était apparue. Mais pas que du cinéma, aussi de la vie, une véritable philosophie de l'être, ainsi que des idées pertinentes sur la création artistique. Je me suis alors plongé dans la vie du cinéaste, en regardant ses films, des documentaires et interviews sur ce personnage unique. À travers les 7 films qu'il réalisa, nous observons toute une vision du monde, tout un univers dessiné par un style unique dans la réalisation et le montage. Quand son père, le poète russe Arseny Tarkovsky, lui dit « Ce ne sont pas des films que tu fais », il caractérise parfaitement l'essence même des œuvres de son fils, qui dépasse l'idée classique de ce qu'est un film et renoue avec l'esprit de l'art. Nous allons ainsi plonger dans le monde tarkovskien afin de l'observer, de l'analyser et d'en tirer un nectar de vérité absolue que nous a légué le réalisateur dans son magnifique septuor. L'enfance d'Ivan, Andrei Roublev, Solaris, Le Miroir, Stalker, Nostalgia et Le Sacrifice. Ces œuvres sont le travail d'une vie, celle d'Andrei Tarkovsky, un homme russe au cœur de poète. Lors de sa jeunesse, le jeune homme, tergiversé entre la peinture et la musique, les langues et les arts, baigne dans un flou total et ne sait que devenir. En proie au doute, sa mère lui trouve une place dans une expédition géologique en Sibérie de 2 ans. Sur place, Tarkovsky fait la rencontre d'un chercheur, un homme qui l'initie à l'écoute de la nature, à son respect, à sa contemplation. De retour de ce voyage, Tarkovsky s'inscrit au VGIK, l'école de cinéma de Moscou, et réalisera des films dans une philosophie proche de celle qu'il a découverte en Sibérie, à savoir dans la contemplation de ce qui nous entoure. Par la suite, sa vie se résume entre réalisation, censure de la part de l'URSS, du Goskino, et récompense en Occident au Festival de Cannes et de Venise. L'une des périodes charnières de sa vie est son refus de retourner en Russie après la réalisation de Stalker. Il part alors en Italie où il réalise Nostalgia, puis en France et en Suède pour faire son dernier film, Le Sacrifice, durant lequel est diagnostiqué son cancer qui le fera décéder le 29 décembre 1986. Je me suis toujours senti plus poète que cinéaste, écrit-il. Et en effet, lorsque nous voyons ces films, nous avons véritablement une sensation autre que durant le visionnage d'une production hollywoodienne. Le réalisateur ne raconte pas une histoire, mais retranscrit une vision du monde, sa vision du monde. Dans chacune des œuvres qu'il a produites, nous ressentons une temporalité particulière par les plans qui les composent, car Tarkovsky a une vision particulière du temps. Il perçoit sa captation comme la spécificité du cinéma, et alors permet la projection d'une réalité, d'une vérité. Habituellement, ou dans des films populaires nous voyons le temps accéléré avec un montage cut, chez le cinéaste russe, il existe une contemplation du réel par un temps ralenti, capté par une caméra en plan séquence. Ainsi, durant les premiers visionnages que les spectateurs occidentaux ont de ces films, un ennui, une frustration, un malaise ou une incompréhension existe, car leur esprit n'est pas ou plus habitué à la contemplation de l'instant. Il va à contre-courant de nos habitudes pour focaliser l'attention de l'individu sur des choses invisibles, imperceptibles, bien plus profondes qu'un simple visage ou d'une simple rivière. Et pour faire ressentir cet aspect contemplatif, il est obligatoire de laisser le temps s'écouler sur l'image cinématographique. Le réalisateur par son travail sculpte le temps dans le but d'obtenir une vision souhaitée de sa réalité. Chaque cinéaste a une approche différente du temps, un autre ressenti. Le travail de Tarkovsky se focalise sur les longs plans avec un rythme lent, ce qui apporte des sensations nouvelles au spectateur par une perception personnelle du monde. Un rythme unique se met en place où le temps est capturé par l'objet cinématographique, mais cela ne suffit pas pour capter la vie. C'est par la longueur des plans, le rythme de ce qui se passe à l'écran, que nous apercevons une fluidité du vivant. La spécificité de ces morceaux de vie vient de l'indépendance qui existe en elle vis-à-vis de toute l'œuvre. Tarkovsky ne réalise pas un plan dénoué de sens s'il est pris dans son individualité. Au contraire, un plan se constitue en lui-même. Toute la beauté, l'idée, la vie se retrouvent en lui. Le montage n'apporte pas du sens à l'image,
mais une mélodie par une articulation du temps, où le plan est sublimé sans avoir une modification significative. Le film devient alors organique, il est une entité, une unité, dont chaque plan correspond à une aspiration, à une inspiration. Ainsi le poète joue avec le temps, le fixe dans le sacrifice lors de la diffusion télé, de l'annonce de la fin du monde, où le travelling capture les émotions de chaque individu, ou bien dans Stalker, où la longueur des plans permet de créer une intrigue, un mystère autour de la zone. Lors de son premier film L'enfance d'Ivan, nous pouvons voir des plans et des découpages dits classiques, mais dans les films qui suivirent et en particulier dans ces derniers, le réalisateur aboutit à des images propres à sa philosophie cinématographique, où la caméra ne se focalise plus sur l'homme lui-même, mais sur l'individu au sein de la nature, afin de révéler l'intérieur invisible de l'être. Pour cela, il associe dans un même plan différents repères spatiaux et confond les dimensions pour que le personnage baigne dans un environnement foisonnant de vie. C'est sur ce point que les films de Tarkovsky sont marquants, par une prise de vue sur le monde non conventionnel, pour obtenir une vision nouvelle de l'homme. Mais la vie qui s'écoule sur l'image provient en particulier de ces images de la nature et des éléments. Le cinéaste russe travaille avec minutie les décors afin de s'approcher au plus près du vrai, et représente souvent les 4 éléments dans ses œuvres pour exprimer l'omniprésence de la nature, de la spiritualité. L'eau et l'air portent en eux la fluidité de la vie, et en quelque sorte la figure du sacré. Tarkovsky prend soin de mettre en lumière ces mouvements oubliés du quotidien, qui sont une certaine figure de la matérialité, et approchent l'image de la vérité de nos vies. Le minéral est très fréquent dans les œuvres du cinéaste, car la pluie, l'humidité sont des éléments de la nature dans lesquels il a grandi durant son enfance, et font ainsi partie de son identité cinématographique. Et c'est une évidence quand nous voyons son film le plus personnel, à la limite de l'autobiographie, Le Miroir. Les gouttes, la pluie, l'eau constituent presque l'emblème du film. Une mélancolie s'en dégage, mais s'installe en même temps la nostalgie d'un univers si particulier que l'auteur souhaite nous transmettre. Mais pour lui, l'eau apparaît aussi comme un refuge. Dans l'enfance d'Ivan, le jeune héros traverse les lignes ennemies en pleine guerre par la nage ou sur une barque, dans cette eau silencieuse, paisible, antithèse des turbulences créées par le conflit des adultes. La minéralité s'insuffle dans le seul lieu où l'enfant trouve le bonheur, dans ses rêves, où le puits reflète les étoiles, la pluie berce son amour, et la plage devient un parallèle du paradis terrestre. Ces rêves, inondés de joie, sont perturbés par les violences de la guerre et amènent l'enfant au réveil d'un monde détruit, excepté dans son dernier rêve, celui de sa mort. Ils permettent de créer une confrontation avec la réalité et questionnent l'enfant au sein de la guerre, de l'innocence, caractérisée par l'eau, et de la terreur issue du monde adulte, représentée par le matériel, le bruit d'armes. Dans son premier long métrage, Tarkovsky filme cet élément de la nature pour apporter un symbole, une philosophie de la réalité de son personnage. L'apparition de cet élément chez le réalisateur russe permet d'accentuer ou de diffuser des émotions. La chute du bocal de lait marque la fin d'un monde paisible, la pluie et la rivière appellent le calme, lors de la fuite de la jeune femme ou durant la mort du croyant dans Andrei Roublev. Toutefois l'eau n'est pas forcément source d'idéologie, mais plutôt source de vie. La vapeur des bassins de Nostalgia, le plan d'une rivière remplie des souvenirs de l'homme de la zone, ou bien l'ouverture de Solaris sur l'eau, les algues se mouvant au rythme de la nature, la présence de ces éléments apporte de l'organique, du vivant au film, et place l'homme face à une nature indépendante. Nous pouvons voir l'eau comme la liberté du visible, tandis que l'air correspond à celle de l'invisible. Existe-t-il plus sublime que ce plan dans Le Miroir, où l'homme se retourne vers la femme sur la barrière? Cette scène, par l'apparition du vent, devient à la fois épique et poétique. L'invisible prend part de toute l'image et nous met face à une vérité absolue qui semble venir du ciel, provenir du divin. L'air amène le mouvement de la vie par l'ondulation des rideaux, le balancement des arbres et des branches, ou bien la caresse des cheveux des protagonistes. Telle la respiration du vivant, elle apporte un souffle de vie sur l'image inerte qu'est la pellicule cinématographique. À l'opposé du paisible, de l'organique, apparaît la destruction et le titanesque que représente le feu. Tarkovsky perçoit cet élément comme la consommation du moi pour la révélation de l'autre. La disparition amène une visibilité nouvelle. Brûler un recueil de poèmes russes, brûler sa maison, ses souvenirs, ou bien s'immoler par le feu, représente des actes forts ayant comme désir de changer quelque chose, en soi ou chez son prochain. Le feu chez Tarkovsky incarne le sacrifice, la disparition du passé pour se tendre vers l'avenir. Incendier quelque chose est une action irréversible,
et témoigne d'une radicalité philosophique où l'objet détruit constitue une entrave à une vérité acquise. Il reste cependant un dernier élément pour combler ce quatuor intemporel définissant l'harmonie du monde vivant, la Terre. Elle est un rappel de la matérialité humaine et à la fois une structure proche du sacré. La nature porte en elle l'origine de l'homme, et Tarkovsky tend vers cet idéal de l'être qui se tourne vers le lieu de sa création. Chacun des personnages se couche sur le sol, comme pour se ressourcer, pour puiser de l'infini une énergie nouvelle, afin d'atteindre un degré existentiel nouveau. Le réalisateur montre le besoin que nous avons d'être plus près de la nature, quand dans le vaisseau aux alentours de Solaris, nous pouvons observer des éléments de la Terre comme des papillons, le tableau reflet du monde rural, ou bien le somptueux bruit des feuilles. Ces hommes sont plongés dans une nostalgie de la Terre et des plus petits éléments qui la composent, car cet environnement si paisible, si beau, constitue un havre de paix, de liberté, seul lieu en couleur dans Stalker et seul endroit où la violence n'est plus. Dans l'enfance d'Ivan, ce milieu naturel correspond aussi à une forme de refuge dont les bouleaux permettent de mettre à l'abri les soldats, et lorsque l'enfant rêve, c'est une forêt qu'il survole ne faisant qu'un avec cette nature merveilleuse, visage de l'innocence. Si le cinéaste a un tel attachement pour la Terre, c'est avant tout pour rendre visible l'invisible, montrer à travers le jardin terrestre le spirituel qui nous entoure. Il appelle cette image filmique la figure cinématographique. Pour lui, elle consiste en l'intention, au vivant et à l'environnement afin de capter le réel dans sa globalité. La nature participe ainsi au développement de cette vision du réalisateur. Tarkovsky a une attention pour chaque constituant de son image. Il cherche une fluidité entre l'être, ses actions et le monde terrestre. Ainsi, il met en scène des mouvements quasi imperceptibles, anodins pour certains, dans le but de créer un tout comme dans Solaris, où des individus vivent en arrière-plan durant le visionnage télévisuel, ou bien par la présence d'animaux domestiques imprévisibles dans leur attitude. L'intérêt que porte Tarkovsky à la présence des 4 éléments pour parvenir à des films englobés dans une philosophie personnelle se témoigne par le premier plan de son premier film, ainsi que le dernier plan de son dernier film, 2 arbres, filmés par un travelling vertical, mettant en place une véritable circularité de l'œuvre tarkovskienne. Tout ce travail que met en place Tarkovsky correspond à une vision réfléchie du cinéma et de son but. Il existe clairement une philosophie au sein de ses films et dans leur processus créatif. Par la lecture de son ouvrage Le Temps scellé, nous observons toutes les démarches intérieures et externes qu'il met en place afin de créer. Il analyse lui-même le cheminement créatif qu'un artiste se doit d'avoir pour créer. Initialement, le réalisateur, avant de tourner ou d'écrire, il doit avoir une certaine vision, un sentiment ou des images qui correspondent à une œuvre. En fermant les yeux, il visualise l'atmosphère du film, certaines thématiques ou certaines scènes clés. Le film se révèle alors être un besoin profond du cinéaste de le produire dans le but d'assouvir une pulsion créative, comme si cela était une nécessité. C'est à partir de cette base que le projet naît, et qu'il doit se finir par le biais d'un travail collectif durant le tournage, mais aussi d'un sacrifice du créateur. Il doit se vouer entièrement à la production pour que l'idée initiale reste la même jusqu'au bout. Dans des vidéos de tournage, nous voyons Tarkovsky s'intéresser aux moindres détails de ses films, effectuant même les tâches les plus anodines comme racler l'eau ou bien vérifier les couleurs des coussins. Mais cet acte sacrificiel se ressent tout particulièrement lors de la réalisation du plan séquence final du sacrifice, où tout son être se focalise sur la création afin de ne pas louper cette scène clé du film, dont une troisième prise serait impossible financièrement, la première ayant loupé à cause de divers problèmes techniques. Ce plan est la pièce maîtresse de son film, l'image qu'il avait en tête au tout début, en fermant les yeux, sans laquelle l'œuvre n'aurait pas toute son énergie. Par cet événement, nous voyons l'importance du don de soi pour accoucher d'un projet artistique ayant l'objectif de recréer la vie, objectif que devrait avoir toute œuvre d'art. Cet acte permet alors de déceler une infime vérité de l'existence, et pour ce faire, il est nécessaire que le film soit le plus réel possible, car autrement le spectateur ne serait pas en adéquation avec l'objet filmique, et donc aucune vérité ne serait visualisée. Atteindre cette réalité ne peut se faire qu'en ayant comme source la subjectivité, la vision de la vie de l'auteur, car la création d'une fiction possédant des traits d'une réalité personnelle répondra forcément dans le cœur de certains spectateurs. L'unanimité ne sera donc jamais possible, mais la vérité disséminée dans le film parcourra les esprits des individus en connexion avec l'œuvre d'art. En partant de cette vision de la création artistique, nous pouvons observer les films de Tarkovsky comme une projection d'un moi intérieur. Le réalisateur observe la vie et n'en crée pas une issue d'idées précaires fondées sur des clichés. Il puise dans ses souvenirs et dans ses rêves afin de créer à partir d'images concrètes que lui seul a vues. Ces films sont en quelque sorte des miroirs de son âme où nous observons des parts de lui dans chacun des personnages et des plans. Un des objets présents au long de ces films,
englobé par une nature riche et foisonnante, est le foyer, point central des œuvres du réalisateur. Tarkovsky apporte à travers ce dernier un caractère personnel à ses films en incluant des caractéristiques propres aux maisons qu'il eut dans sa vie. Ainsi, il ne mettait pas une construction qui ne répondait pas en lui et perdait donc à son sens toute trace de vérité. Nous pouvons les observer dans Solaris où l'adulte retourne dans sa maison d'enfance, ou bien quand le stalker se prépare à partir de chez lui, jeune adulte plein de rêves dans un appartement mélancolique. Dans Nostalgia, le foyer représente la terre natale qui fait souffrir le protagoniste d'une mélancolie profonde, étant loin de chez lui, en Italie, comme Tarkovsky, qui ne retournera plus en Russie après le tournage de ce film, souhaitant se libérer des années de conflit qui luttent avec l'URSS pour pouvoir réaliser librement. Puis, dans son dernier film Le Sacrifice, la maison est le point central de l'histoire, là où tout se déroule et où la famille est réunie pour les derniers instants. Mais s'il y a bien un film dans lequel Tarkovsky s'est dévoilé le plus, c'est Le Miroir. Ce dernier est en grande partie autobiographique et fut accusé d'égocentrisme lors de sa sortie en salle. Toutefois, l'intime donné par le cinéaste dans son œuvre intègre une véritable part de vérité et nous révèle des images sincères et réalistes. Le film suit différentes générations, sa mère, Maria Ivanovna, sa grand-mère et lui jeune garçon puis adulte. L'œuvre est fortement liée à ses souvenirs d'enfance et afin d'en reproduire une image identique, il fait reconstruire son ancienne maison au même endroit grâce à des photos d'époque. Puis sa mère est venue observer la concordance des maisons et fut impressionnée par cette reproduction réaliste. Dans le scénario initial, intitulé Une journée blanche, inspiré du poème de son père Jour blanc, il devait y avoir des interviews de Ivanovna, mais elles furent changées par des scènes jouées. Alors apparurent différents rôles que l'actrice principale Margarita Terekova incarnera. Au sein de l'œuvre sont disséminés des fragments de l'identité de Tarkovsky, que ce soit avec la présence de l'affiche d'Andrei Roublev, la lecture des poèmes de son père Arseny Tarkovsky, la mise en scène de l'imprimerie, le lieu de travail de sa maman, ou bien le choix d'un acteur lui ressemblant fortement et s'appelant Andrei. Tous ces éléments sont assemblés par un montage particulier où la narration n'est plus linéaire mais sensitive, les images s'entremêlant comme des souvenirs pour faire monter à la surface de l'écran une vérité propre à une vision réelle de la vie. Tarkovsky écrit « Si l'homme dit la vérité, une vérité intérieure, il sera toujours compris ». Tarkovsky mêle le personnel avec la réalité de la nature pour créer une œuvre où baigne la vie, permettant ainsi de développer ses personnages dans un environnement harmonieux proche du réel. Ils sont les particules d'un univers foisonnant de vie où ils se déplacent, se cherchent et se questionnent. Les éléments autour d'eux, au-delà d'être les prismes d'une réalité, permettent de plonger l'homme dans sa nature véritable, et donc d'introduire le spectateur à l'intérieur du personnage. L'environnement dans lequel se trouvent les protagonistes est baigné d'une tonalité apocalyptique où règne le vide. La barque de Roublev avance sur le fleuve, se laisse guider par des flots calmes, tandis que sur la rive, une femme se fait agresser. Cette cohabitation entre violence et silence transcende l'idée de fin du monde que Tarkovsky explicite par la mission donnée par le grand prince à Roublev, peindre le jugement dernier. De nombreux critiques déterminent la vision du réalisateur à un parallèle aux violences de l'URSS, mais le cinéaste réalise au-delà d'une situation simplement politique. Le désir d'associer poésie filmique avec la cruauté humaine et avec une nature en destruction incarne sa philosophie sur le monde actuel, un monde en perdition. L'insertion d'images documentaires dans Le Miroir, comme la traversée du lac Zivas par l'armée soviétique, croise destin tragique avec des souvenirs lyriques du narrateur, comme si l'humain ne pouvait se délier de l'histoire, des guerres qui l'entourent, et était donc condamné à vivre dans un univers où règne la destruction. Mais la destruction n'est finalement que le fruit d'un monde où Dieu n'est plus présent, où le matérialisme prend le dessus sur le spirituel, où l'homme a des idéaux et non de dévotion. La zone constitue ce monde, ce dernier rempart religieux dans un monde terne et matériel où les usines et le béton effacent la nature. Elle prend le dessus sur les objets humains où le temps s'écoule sur eux, l'entropie, et le silence apporte les derniers instants de réflexion aux hommes cloîtrés dans des villes bruyantes par les trains et les machines qui crient. Elle représente dans un monde sans Dieu la dernière voie du salut, atteignable uniquement en risquant sa vie à travers les tirs des hérétiques. Ainsi le vide permet aux hommes, au sein d'un monde violent, de réfléchir, de prendre conscience à des aspects nouveaux de leur existence, comme l'accentuent particulièrement les films Solaris et Stalker, où les individus dans un monde hostile par le néant existentiel présent sont face à eux-mêmes. Dans Le Sacrifice, la fin du monde prend forme par des éléments sonores, des avions, la radio ou la télévision. Ces perturbateurs auditifs
apporte un contraste lors des instants de silence pour révéler les pensées d'êtres en souffrance. Les hommes présents dans ces différents films sont en proie à une souffrance au plus profond d'eux-mêmes par des environnements traumatiques. Ivan, un jeune enfant de la nature, se voit déchiré par la guerre, le monde avide des adultes, dont sa souffrance ressurgit lors de la scène dans l'église où il est face à son imagination, impacté par les horreurs qu'il a vues. Mais ce traumatisme d'Ivan n'opère pas une évolution dans sa philosophie de vie. Par la suite, Tarkovsky s'intéresse davantage à ce que les personnages soient poussés à un questionnement nouveau sur leur existence, sous la pression d'un contexte de violence ou de dépression. L'invasion tatare, la mort d'une épouse, un monde apocalyptique, le mal du pays et la fin du monde sont les déclencheurs d'un renouvellement de l'être ayant besoin de surmonter ses douleurs en s'attachant à une force invisible, supérieure à la matérialité du monde. Andrei Roublev est un peintre religieux du XVe siècle, penché vers un idéalisme où règne l'amour, mais ces derniers sont confrontés au sang, aux cris et aux pleurs, à la misère du monde. Toute sa pensée se voit remise en question, et il ne sait donc plus pour qui peindre, car il espérait à travers ses tableaux, ses fresques, d'inspirer à la sagesse une population violente, mais les hommes ne semblent pas assimiler les messages de l'art qu'il produit. Lors d'une ultime confrontation à la violence, il tue un tatar afin de sauver une femme, mais à travers cet acte, il se considérera comme un monstre, et fait alors vœu de silence pour obtenir la rédemption. Le choix du mutisme incarne toute la souffrance d'un être dont les idéaux sont basés sur des théories hors de la réalité sociale. Tarkovsky écrit « Ce n'est qu'après avoir traversé tous les cercles de la souffrance, uni au destin de son peuple, ayant perdu sa foi en une idée du bien qui ne pouvait pas se concilier avec la réalité concrète, qu'il revient au point d'où il était parti, à l'idée de l'amour, de la bonté et de la fraternité. » Cette ultime trinité qu'il peindra plus tard, il aperçoit en Boriska, un jeune homme se vouant aveuglément à une tâche collective, la création d'une cloche. Il brise alors son vœu de silence pour se réconcilier avec l'art et afin de réconforter l'âme du jeune homme en pleurs, qui avoue ne jamais avoir su faire une cloche, que sa création n'était que hasard et dévouement. Il n'y a jamais eu de héros dans mes films, mais des personnages dont la force était la conviction spirituelle et qui prenaient sur eux la responsabilité des autres. Ce qui m'attire est cette énergie de l'homme qui s'élève contre la routine matérialiste. Tarkovsky, par ces mots, traduit son désir que l'homme doit se dépasser pour atteindre une spiritualité nouvelle. Les personnages de ces films sont des êtres ayant des aspects malheureux qu'ils surmontent et atteignent une forme de conscience humaniste et spirituelle. La réminiscence de l'envol traduit cette idée. L'aérien chez le cinéaste est un symbole d'élévation de l'être. Ses protagonistes montent vers le ciel, que ce soit de manière naturelle avec la gravitation, dans Solaris, ou par des ballons au début d'Andrei Roublev, ou bien une force surnaturelle qui porte les protagonistes pour les tendre vers le haut, dans le miroir, ou bien le sacrifice. Mais cette élévation se fait au plus profond de l'individu, dans son âme, dans sa zone. Le professeur et l'écrivain dans Stalker voient l'environnement évoluer en fonction de leurs expressions intérieures. Et finalement, c'est ce voyage dans un monde inconnu, à la quête d'une chambre où se réalisent les désirs intimes, que les protagonistes évoluent. La raison scientifique du professeur prête à détruire ce lieu mystérieux, et le cynisme pragmatique de l'écrivain s'amuse pour laisser place à la simple contemplation d'une femme, de la nature, du monde. La zone révèle le vrai moi des personnages. Loin de tout orgueil matérialiste, elle ne symbolise rien. La zone, c'est la vie, dit Tarkovsky. De même que la zone, le Solaris, est un lieu où l'individu est amené à se questionner. Au début du film, nous voyons cet homme au visage triste, dont la femme est décédée. Il semble ne pas pouvoir se reconstruire après ce drame, mais une fois en ce lieu inconnu, le Solaris, le protagoniste revoit sa femme décédée par l'intervention mystérieuse de l'océan, où la conscience prend forme. Elle apparaît durant le sommeil du personnage, simultanément à des sons de cloche et à des lumières blanches, comme une intervention divine. La présence de cet être artificiel au visage de la femme aimée permettra à Chris Kelvin d'accepter au fur et à mesure le décès de son épouse, comme en témoigne le plan où une lumière blanche vient éblouir Kelvin et la caméra, ainsi que le plan de l'apesanteur des deux êtres, comme signe d'un apaisement. Cette élévation de l'âme est un processus renouvelé dans le dernier film de Tarkovsky où l'on perçoit toute la volonté du réalisateur de filmer l'homme qui se découvre et se tend vers les autres. Dans le sacrifice, la fin du monde règne sur les personnages et les plonge dans une angoisse apocalyptique. Alexandre est le personnage principal du film, l'homme que l'on suit et que l'on voit évoluer. Au début du film, il critique la société actuelle, le monde tel qu'il est,
Il dénonce le péché de l'homme, issu de la science, et crée une discordance entre le développement matériel et spirituel. Le monologue au sein du vent, posé contre un pin, représente finalement un dialogue intérieur, vers une nature intérieure. Lors de l'annonce d'une vraisemblable fin du monde, le protagoniste s'avoue à lui-même « J'ai attendu cet instant toute ma vie ». Il y a ce désir d'un bouleversement dans la société pour que les individus se questionnent et se tournent vers une pensée plus spirituelle. Tout un parcours se met en place chez Alexandre afin de sauver le monde par un sacrifice de sa personne, ne souhaitant pas que son enfant décède ou vive dans une société détruite et sans foi. Dans un premier temps et dans une forme de désespoir, il prie du fond de son âme, puis agit de manière prophétique en agissant selon les messages qu'il reçoit, comme s'ils furent venus d'une divinité. Après ces multiples actes, Alexandre se réveille dans un monde baigné de spiritualité, que ce soit par la musique orientale, le kimono où apparaît le yin et le yang, ou bien la lumière qui refonctionne, éteinte dans un univers sans foi, allumée dans un retour au spirituel. Toute la souffrance due au matérialisme disparaît, et laisse place au personnage dans cette maison, dernier rempart à détruire pour ne plus être assailli par ce sceau matérialiste. Le chemin parcouru par le protagoniste dans ce film constitue un des messages du réalisateur à travers ses films, celui du sacrifice pour la communauté, du don de soi, que l'homme, une fois plongé dans la spiritualité et non dans la matérialité, se tend naturellement vers son prochain. L'acte sacrificiel constitue pour le réalisateur le degré le plus élevé de l'homme, le moment où il est prêt à se vouer entièrement non à sa personne, mais aux individus qu'il rencontre. Cette philosophie qui lui est chère lui provient sans doute de sa mère, Maria Vishniakova. La jeune femme, par l'absence du mari, doit s'occuper de ses enfants seule et travaille ainsi de nombreuses heures en tant que correctrice d'épreuves dans une imprimerie à Moscou, dans le but unique de parvenir aux besoins de ses bambins. Tarkovsky s'inspire grandement de la force spirituelle dont sa mère faisait preuve et dit, lors d'une interview, « Je dois tout à ma mère ». Le cinéaste voue une sincère obsession aux individus ayant une force intérieure qui les pousse à se donner entièrement à une entité autre que la leur. Cette force, elle se traduit pour lui par l'amour, unique objet du sacrifice, comme en témoigne le petit Ivan. Le personnage, par amour pour sa défunte mère, souhaite annihiler la guerre afin d'éviter aux hommes une souffrance similaire à la sienne. Bien sûr, cela ressemble aussi à de la vengeance d'une certaine manière, mais les larmes, les cris de cet enfant, plein de passion, témoignent d'une poésie, d'une sensibilité uniquement présente dans l'amour. Dans un registre différent, il y a le stalker, un individu prêt à risquer sa vie pour guider des hommes vaniteux vers un bonheur intime. En effet, pour le personnage éponyme, la vie hors de la zone est insupportable, car l'homme perd son sens authentique et la relation avec l'être infini. Il dit dans le film, lorsqu'il est hors de la zone, « Je me sens partout en prison ». L'unique et dernier lieu de vérité, c'est la zone, seul milieu naturel du film, où il règne des éléments, des couleurs, des sons, et où les hommes ne peuvent pas agir mais uniquement contempler. Le stalker se voue entièrement à sa mission, non dans un but mercantile, mais dans le désir de partager sa vision du monde. La spiritualité dont fait preuve le personnage s'incarne même dans sa chevelure où règne une tache blanche, marque de l'innocence ou peut-être un signe divin. Toutefois, dans la filmographie de Tarkovsky, le sacrifice s'incarne particulièrement par le personnage de Domenico et d'Alexandre, tous les deux joués par Erland Josephson. En effet, les deux ont un point de vue radical sur la société, et leur sacrifice prend pour tous les deux forme à travers le feu. Tout d'abord Domenico, dans Nostalgia, ce personnage incarne la simplicité d'esprit, la folie, mais cela l'approche, d'une certaine manière, vers une vérité absolue, par l'éloignement du matérialisme. Sa nature intérieure le porte à une spiritualité contagieuse, dont le protagoniste, Gortchakov, est sensible. Domenico propose au personnage du pain et du vin comme le Christ, et il appelle à la foi et au désir de créer pour Dieu, pour en être au-dessus de soi. Son sacrifice porte la volonté de guider les individus vers le sacré, le spirituel. Son immolation se veut être une sonnette d'alarme, un choc pour pousser les gens à se questionner. Malheureusement, personne ne semble réagir face à sa mort. Tarkovsky filme l'impossibilité d'agir sur un monde noyé dans le matérialisme. Mais la scène finale admet l'existence de ce que désirait Domenico. Gortchakov effectue l'ultime acte de foi, un don de sa personne pour Domenico qui souhaitait profondément traverser le bassin sans que la bougie s'éteigne. Action intuitive où l'entièreté de l'être se trouve face à l'air, l'invisible, le divin. Un dévouement théologique pour la communion des hommes par leur spiritualité.
Le personnage de son dernier film, Le Sacrifice, est décrit de la manière suivante par le réalisateur. Alexandre incarne pour moi l'élu de Dieu. Cet homme ressent la menace des mécanismes destructeurs de la société contemporaine. Si l'on veut sauver l'humanité, il est absolument nécessaire d'arracher son masque au monde moderne. C'est pourquoi il rejette tout ce qu'il était avant. Il se tait afin de ne plus dire, mais agir, et il brûle sa maison, produit d'un désir matérialiste. Après le plan séquence final de la rupture d'Alexandre avec son passé, la caméra se tourne vers l'enfant, le petit garçon. Nous le voyons donner de l'eau à un arbre sec, parallèle à l'histoire que raconte son père au début du film, sur un moine ayant arrosé d'un seau d'eau tous les jours un arbre mort, qui donna des fleurs splendides un matin. Le jeune homme fait un acte de foi, se voue à une tâche pour le bien de la nature, tout en questionnant la phrase d'Alexandre « Au commencement était le Verbe, pourquoi papa ?» L'enfant devient ainsi symbole de foi et de spiritualité en questionnant ce qu'il incarne à son insu, le Verbe. Puis un travelling vertical de l'arbre lie l'enfant et la mère qui reflètent le ciel. Le petit garçon ne fait alors plus qu'un avec la nature, et la lumière éclaire la totalité du plan, ultime présence du divin. Mais s'il y a un sacrifice à retenir, à souligner dans l'œuvre du réalisateur, c'est bien la scène du fondeur de cloches dans Andrei Roublev. Le film porte en lui de nombreux actes de sacrifice, que ce soit le paysan rêve d'envol, symbole à l'aspiration à un idéal, ou bien la scène de crucifixion, châtiment biblique. Il y a aussi le mutisme d'Andrei, et puis finalement, la séquence de Boriska. Ce chapitre du film commence sur l'aveu du garçon qui dit connaître le secret de la fabrication des cloches que son père lui a légué avant de mourir. Il est alors envoyé en mission pour fabriquer une importante cloche sous l'ordre du grand prince. Le jeune homme va alors se donner corps et âme à la fabrication de cet objet religieux. Le plan du réalisateur sur une racine, puis l'arbre, le ciel et finalement la terre, indique la cloche tel un produit de la terre pour communiquer avec les cieux, et que la foi insouciante du jeune homme le guide vers la spiritualité et non vers le matérialisme. La fabrication de la cloche s'apparente à un projet biblique, comme l'Arche de Noé, où l'homme est en communion pour la création et forme une unité. Mais le sacrifice se révèle dans toute sa splendeur lorsque Boriska, après avoir créé une splendide cloche à la résonance parfaite, admet ne jamais avoir su en fabriquer, et que son père ne lui avait jamais dit ses secrets de fabrication. Le spectateur prend alors conscience de toute la force intérieure dont le personnage a fait preuve et de son magnifique don de soi qui a permis d'unir les gens pour la production d'une œuvre titanesque. Nous avons donc un jeune homme aux rênes d'un travail colossal, n'ayant pas beaucoup d'expérience dans ce domaine et dont le résultat n'est que fruit d'une dévotion totale et de hasard. Ce résumé du chapitre concorde grandement à la réalisation du film lui-même. La création de la cloche apparaît comme une métaphore de la création filmique d'Andrei Tarkovsky. Âgé seulement d'une trentaine d'années lors de la réalisation d'Andrei Roublev, un film aux ambitions importantes pour l'époque. L'image du sacrifice de l'individu, autrement que la question spirituelle, est un parallèle au devoir de l'artiste. Dans ce même film, Andrei caractérise pleinement le questionnement de l'artiste sur son rôle au sein de la société. Dans un premier temps, il est homonyme au réalisateur et aussi au scénariste du film, puis dans un second temps, il incarne le rôle d'un artiste moderne au sein du XVe siècle, permettant d'effectuer un parallèle indirect avec les artistes sous un régime communiste. Dans Stalker, le protagoniste éponyme incarne un rôle similaire à l'artiste, car il amène les hommes vers l'espérance. L'important n'est pas ce que l'individu a atteint, mais qu'il se soit engagé sur la voie qui mène à son but, écrit Tarkovsky à son sujet. En effet, l'acte du stalker est désuet si personne n'en prend conscience, et si cela n'apporte pas quelque chose à l'homme. C'est pourquoi il fait une crise à la fin du film, s'imaginant avoir échoué dans son travail. Le stalker semble être un individu faible, mais en réalité c'est lui qui est invincible, par sa foi et sa volonté à servir les autres, par son sacrifice dans le but de révéler une part de spiritualité aux hommes perdus dans un univers où la croyance n'existe plus. Pareillement au réalisateur, dont son rôle est de dévoiler des vérités infimes par ses œuvres. Tout au long de sa filmographie, Tarkovsky utilise la métaphore de la parole pour représenter la création artistique. Boriska bégaye et Roublev fait vœu de silence pour finalement parler tous les deux normalement à la fin de l'œuvre, lorsqu'ils décident de s'unir pour créer. Le silence devient nécessaire pour la concentration spirituelle, dont la finalité est l'épanouissement artistique. La première scène du miroir suit un dessin similaire, où le bégaiement du personnage est soigné par du spiritualisme, et ainsi le film commence. Puis dans sa dernière œuvre, le réalisateur met en scène un enfant muet qui parle finalement dans le dernier plan du film. Sa parole, à la fin, indique le début de son existence, car il est question du verbe, qui constitue le noyau de la phrase, de la parole, de l'action, de la vie.
Les films de Tarkovsky portent en eux l'espoir d'un monde meilleur, en invitant les spectateurs non à se divertir, mais à se regarder eux-mêmes, et les autres, dans le but de suivre un cheminement spirituel similaire à ceux des personnages de ses œuvres. Dans son livre Le Temps scellé, il écrit ceci. La condition de vie actuelle de ces démocraties pose aussi le problème du manque de spiritualité et celui de la solitude de l'homme. Il me semble que dans sa lutte pour les libertés politiques, l'homme moderne a perdu cette autre liberté dont il avait toujours disposé, celle d'être capable de se donner au sacrifice au nom de l'autre et de la société. Le réalisateur intervient comme un messager d'une vision de la vie et du monde propre à sa personne, en ayant toutefois certaines inspirations philosophiques dostoïevskiennes dans cet appel religieux à s'éloigner de l'égoïsme matérialiste. À travers sa caméra, son montage, ses créations, il dessine un univers autonome, singulier et réfléchi, dont il dira que ses principes étaient peut-être devenus contraignants. Car il est vrai que dans ce septuor, nous observons une certaine redondance technique et cinématographique. Mais ses œuvres sont importantes d'un point de vue cinéphilique, car ils permettent de comprendre que le cinéma ne se limite pas aux normes établies. Tarkovsky est un véritable poète, dans le sens où ses films sont des créations personnelles aux formes non conventionnelles. Ils sont lents, calmes, silencieux, mais cela vient traduire un regard propre sur le cinéma, ses caractéristiques et sa spécificité. Andrei Tarkovsky fut ce qu'on appelle un artiste, un homme dont le désir fut de créer par besoin de le faire, et non par avidité ou recherche de gloire. L'humanité n'a jamais rien créé de désintéressé, si ce n'est l'image artistique. Et peut-être que toute l'activité humaine trouve son sens dans la création d'œuvres d'art, dans l'acte créateur absurde et gratuit. Peut-être même est-ce en cela que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire capables de créer.